Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce 4e webinaire des rendez-vous de l'innovation RH organisé par l'UCANS en partenariat avec Espace Social Européen et avec le Lab de la Sécurité Sociale. Alors, je suis Virginie Mallard-Desgouttes, directrice du Lab de la Sécurité Sociale et aujourd'hui avec Alexandre Beau, nous portons depuis déjà quelques mois un cycle d'émissions dédié à l'innovation dans les organismes de sécurité sociale, les organismes locaux, avec l'idée de partager et d'enrichir la vision sur des innovations, sur des thématiques très variées. Nous avons pu parler de recrutement, d'intégration, de transformation managériale et aujourd'hui nous allons parler d'engagement ou réengagement des collaborateurs. Voilà, donc nous sommes en présence aujourd'hui de Marie-Gabrielle Dubreuil qui est DRH du réseau et de la branche maladie. Et je vais passer la parole maintenant à Alexandre, désolé. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre encore une fois pour ce 4e rendez-vous des rendez-vous de l'innovation de la sécurité sociale. Virginie, tu as quasiment tout dit, hein. On a fait beaucoup de choses depuis maintenant 6-8 mois. Et il y a un dénominateur commun, c'est qu'à chaque fois qu'on a parlé de transformation, d'engagement, d'intégration, les collaborateurs étaient au cœur des projets. Et la thématique du jour, c'est justement cet engagement des collaborateurs qui résulte à la fois d'une dynamique interne. On se rend compte que dans les organismes, de plus en plus, les gens poussent à ce que les collaborateurs s'engagent, apportent de la transversalité, de l'autonomie un peu plus dans leur mission, apporter de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Et également une logique un peu extérieure, c'est-à-dire qu'on a eu la crise sanitaire, on ne peut pas le nier, et un certain nombre de collaborateurs, d'échanges qu'on a pu avoir avec des gens dans les différents réseaux, se réapproprient cette mission de service public et cette fierté de faire partie du service public. Et c'est une thématique qu'on va voir aujourd'hui au travers d'une 5 organismes qui seront, entre guillemets, auditionnés, hein, pour parler ainsi. Et on va en parler un petit peu avec Marie-Gabrielle qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Je vais lui passer la parole et je vais tout de suite lui poser une première question. D'abord, bonjour Marie-Gabrielle Dubreuil. Merci de représenter l'assurance maladie et d'être la marraine de cette émission. Question très simple pour commencer, très simple. J'en ai un petit peu teasé, mais bon, vous allez rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On a assisté à un certain nombre d'initiatives, de projets qui sont portés dans les caisses. On va parler de 2 CEPAM aujourd'hui, en l'occurrence. Est-ce que ce sont des cas isolés ou quand même il y a une dynamique de fond qui s'instaure, au moins dans la branche maladie? Bonjour d'abord et puis ravi d'être avec vous pour parler de ces sujets évidemment qui me tiennent beaucoup à cœur. Non, il y a une vraie lame de fond dans l'assurance maladie. Ce n'est pas des initiatives individuelles. Il y a d'abord une envie, moi de ce que je constate, une envie d'un grand nombre de directeurs, de directrices de modifier la manière dont ils dirigent leurs organismes, dont ils managent leurs équipes. C'est par ailleurs finalement impulsé, formalisé dans notre SDRH autour des pratiques managériales, comment notre référentiel en matière de pratiques managériales doit bouger. Et on voit d'ailleurs à travers notamment les résultats de notre BSI l'année dernière, à quel point il y a eu des progrès en matière de perception par les équipes, de la manière dont ils sont managés, dans la manière dont ils sont dirigés. L'image du directeur, l'image du dirigeant au sein de l'assurance maladie va vraiment bouger. On voit à quel point les indicateurs ont beaucoup progressé. Et ça, ce n'est pas le seul effet de la crise. Ça ne peut pas être l'effet seulement produit de 1 an et demi de crise quand on a administré le BSI l'année dernière. C'est au contraire le résultat d'un mouvement qui s'est engagé, d'une façon de travailler avec les équipes qui est différente. J'ai repris quelques chiffres parce que je trouve que c'est important sans se noyer tous dans évidemment le détail de tous les indicateurs, mais on a quand même des équipes qui nous disent désormais entre 2018 et 2021, il y a plus 11 points sur la reconnaissance au travail. Et on sait à quel point l'engagement des équipes repose beaucoup sur leur perception de la reconnaissance qu'ils peuvent tirer évidemment de leur manager. Plus 5 points sur la confiance, plus 9 points sur la prise en compte de leurs avis, de leurs propositions dans les équipes. Quand en 2012, on a négocié à l'UCANS un accord sur l'amélioration des conditions de travail, la prise en compte de la question des conditions de travail, on en était à identifier des expérimentations sur comment on prend mieux la vie des équipes, comment on travaille plus facilement avec les équipes, sur comment je fais évoluer les organisations de travail.
Alors en fait, de quoi? C'est beaucoup plus répandu aujourd'hui et les salariés le perçoivent de manière manifeste. En tout cas, c'est ce qu'ils indiquent dans le BSI. Et puis quand je regarde la question du travail en équipe, plus 8 points. Plus 8 points avec évidemment maintenant majoritairement des équipes, des salariés qui considèrent qu'on les impulse beaucoup plus, on les invite beaucoup plus à travailler en équipe. Et ça, dans l'engagement des salariés, c'est fondamental, ce travail en équipe. Très bien. Alors, dans le contexte sanitaire que l'on connaît, qui est encore d'actualité, on a quand même néanmoins observé un changement de rapport au travail et notamment avec certains collaborateurs qui se détachent de l'entreprise. Et un des enjeux d'ailleurs des entreprises aujourd'hui, un enjeu actuel, c'est de chercher à réduire ce désengagement. Alors est-ce que c'est un phénomène qui est aussi marqué dans notre institution, en tout cas déjà dans la branche maladie? Est-ce qu'on le constate? Alors, il est certain qu'on ne va pas sortir de la crise comme on y est rentré, mais ça, je pense que j'enfonce une porte ouverte parce qu'on est tous à le constater, dans les entreprises et dans l'assurance maladie, et d'une manière générale d'ailleurs au sein du régime général. Quand j'en discute avec les collègues des autres branches, on fait le même constat. Quand je regardais justement le BSI, ils sont 91% des salariés à se dire qu'effectivement, le travail va avoir changé, l'organisation du travail va avoir changé. Je pense qu'un des points fondamentaux, c'est évidemment la généralisation massive du télétravail. Il est certain qu'on ne va pas sortir indemne et qu'on va devoir, effectivement, d'une certaine manière, un peu cicatriser à la sortie de cette crise, qu'on espère maintenant vraiment devant nous. Cicatriser parce qu'on a finalement des salariés qui un coup ont été confinés, un coup ont été en PCA, un coup ont été en télétravail, 2 jours, 3 jours, retour sur site, finalement on en repart parce que l'épidémie a repris. C'est des choses qui ne vont pas nous avoir laissé complètement indemnes. Ce qu'il faut, c'est qu'on en tire un bénéfice. Il va falloir qu'on arrive à rebondir sur ce que ça veut dire en termes du coup de durabilité, en matière d'organisation du travail, de comment le management s'adapte durablement à un management hybride, ce qui est exigeant. Sachant qu'on a des managers qui, notamment dans le BSI, mais on le constate au quotidien, sont fatigués, ont été extrêmement sollicités. L'assurance maladie a été, je pense que tout le monde en convient, très très mobilisée pendant la crise, avec des collaborateurs exceptionnellement engagés. Donc du coup, c'est comment justement, après ce qu'on a fait sur le contact tracing, sur des démarches d'aller vers, notamment sur la vaccination, l'accès aux droits, ce qu'on a fait vis-à-vis des professionnels de santé, ce qu'on a été capable d'intégrer en termes de charge de travail, parce que beaucoup d'arrêts de travail, comment nos salariés qui ont beaucoup, pour certains d'entre eux, changé d'activité et qui en ont tiré un bénéfice. En tout cas, pour une large partie d'entre eux, ils nous ont dit à quel point ça avait été pour eux, finalement, une bonne expérience. Et donc, je pense qu'on a eu beaucoup de salariés pour avoir bougé pendant la période. Les managers ont dû faire plus confiance à leurs équipes. Et ça, en termes d'engagement pour les salariés, c'est un capital très important sur lequel il va falloir que nous ne revenions pas en arrière. Donc, du coup, moi, je suis d'une nature plutôt optimiste. Mais ce que je sais, c'est que c'est désormais quand même devant nous que d'arriver à faire en sorte qu'effectivement, on ait des salariés qui constatent que nous ne revenons pas en arrière, que nous avons su avec eux effectivement continuer de capitaliser sur ce qu'on a pu faire pendant la crise de manière objectivement exceptionnelle. Et après, la question, c'est dans la durée, comment ces organisations du travail s'adaptent, se réadaptent, parce que bien sûr, on ne va pas continuer comme on l'a fait aujourd'hui. Et c'est ce en quoi, à mon avis, on a une grosse carte à jouer en termes d'engagement pour nos salariés, c'est ne pas les décevoir, ne pas se décevoir nous-mêmes. Et donc, du coup, effectivement, essayer de faire en sorte qu'ils croient toujours dans notre mission de service public, qu'ils considèrent que les évolutions qu'on y apporte sont celles qui sont attendues par nos usagers. Et je crois que c'est ça qui va être effectivement assez fondamental, je pense en tout cas, pour l'engagement de nos équipes. Merci Madame Dubreuil, merci pour ce témoignage et cette perspective que vous nous offrez aujourd'hui. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont mis en branle et qui vont animer la branche maladie pour les prochaines années. Mais on va avoir un exemple très très concret tout de suite, parce qu'on va désormais se tourner vers les organismes locaux qui vont être nos témoins sur cette thématique de l'engagement collaborateur. Nous aurons 5 organismes qui vont prendre la parole ce matin et on les remercie déjà d'avance d'avoir participé à cette émission. Et Madame Dubreuil, vous êtes là, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par une caisse primaire d'assurance maladie, on va aller dans l'Est, on va aller à la CEPAM du Bas-Rhin, où si je ne dis pas de bêtises, le directeur de la caisse, M. Rouchon, est avec nous. Première question, est-ce que vous m'entendez, M. Rouchon?
Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va rentrer dans le vif du sujet. Madame Dubreuil a déjà tracé un certain nombre de perspectives sur l'engagement des collaborateurs. Qu'est-ce qui a été mis en place au sein de la caisse primaire du Bas-Rhin? Alors déjà, l'engagement des collaborateurs, c'est une conviction personnelle hein, qui repose à la fois sur l'autonomie dans le travail, ça a été dit, sur la capacité à avoir du sens dans ce qu'on fait, d'avoir des possibilités d'évolution professionnelle. Alors ça ne veut pas forcément dire des promotions, mais une possibilité de faire varier, de changer d'activité. Et puis un des leviers de l'engagement, c'est aussi la capacité à pouvoir donner son avis et être écouté dans, on va dire, l'orientation de l'organisme local. Et c'est là-dessus que moi, je vais plutôt intervenir ce matin et vous dire ce qu'on a fait dans le Bas-Rhin. Alors, pour ça, je remonte quelques mois en arrière avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Alors, ça a été un vrai traumatisme, notamment dans cette région, puisque ça a été la première région touchée de plein fouet par la première vague du virus, avec des collaborateurs qui ont été touchés dans leur environnement proche, dans leur famille, dans leurs connaissances. Donc un vrai traumatisme, doublé d'un traumatisme personnel, puisque c'est à cette période que je prends mes fonctions à la fois à la tête de la caisse primaire du Bas-Rhin et en tant que coordonnateur de la gestion du risque pour toute la région Grand Est. Et je me retrouve dans un organisme, déjà dans une ville sous couvre-feu, dans un organisme qui l'est tout autant, avec des couloirs déserts, quelques collaborateurs qui restent présents, mais avec la distanciation, les masques, les gestes barrières. Et donc, oui, un traumatisme personnel aussi, parce qu'une prise de fonction dans ces conditions, c'est pas celle qu'on imagine. Et donc, le besoin de se dire, mais comment on renoue avec ce collectif? Et donc, en sortie de premier confinement, comme partout, on a célébré les bons moments, les beaux moments de solidarité, d'innovation, de réflexion collective qu'il y a eu. Mais par contre, on a tout de suite mis le doigt sur les non-dits, sur la souffrance et sur également un sentiment entretenu par les questions qu'il y a eu tout de suite en sortie du premier confinement autour de l'attribution de la prime, où on a donné la prime Covid à certains et pas à d'autres. Et ça a entretenu aussi voilà, des tensions au sein des équipes, puisque chacun considérant qu'il avait, à juste titre, contribué aussi aux missions de service public dans cette crise. Et donc, avec en plus des missions nouvelles à prendre, comme l'a dit Marie-Gabrielle, sur le contact tracing. Donc, en cette sortie de confinement, pour moi, j'ai une double conviction. D'abord, on va s'inscrire dans la durée, dans cette crise. Et les faits ont quand même démontré que c'était le cas. Et puis, se dire que pour passer cette crise, on a beaucoup appuyé sur le collectif et donc il faut continuer à travailler là-dessus et à rechercher l'engagement des collaborateurs à travers cette contribution, cette expression et cette écoute qu'on peut avoir. Donc, on décide de relancer cette dynamique participative, sauf qu'on est dans un contexte où protocole sanitaire, encore beaucoup de distanciel. Et donc, on va décider de faire une grande enquête, c'est ce qu'on a appelé le monitoring social, où on a demandé à nos collaborateurs de prendre un temps sur leur temps de travail pour pouvoir répondre à une batterie de questions qui touchait tous les secteurs, tous les thèmes, tous les sujets qui pouvaient avoir eu pendant cette période-là avec un lien professionnel. Et en même temps de se dire comment on fait face à ce monde qui a un peu changé, qui change nos paradigmes, notamment autour du télétravail. Voilà ce que je peux dire sur les éléments de contexte qui nous ont amenés à avoir ce monitoring social. Et je reviendrai par la suite sur les premières conclusions qu'on en a tirées concrètes. Voilà. Très bien. Bonjour Monsieur Rochon. Alors oui, justement, en parlant de monitoring social, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail et nous donner des exemples d'actions concrètes qui ont été mises en place dans le cadre de cette démarche? Alors, je voudrais aborder deux sujets. D'abord, la question du télétravail, puisque en sortie de confinement, c'était plébiscité, mais avec déjà des points de vigilance pour une nécessité de l'adapter. Et donc, on a profité de ce monitoring social et des résultats qu'on avait pour engager un travail très rapide sur le mois de juillet, en sortie de confinement. Alors, à la fois sur les matériels qui étaient nécessaires, donc on a été certainement une des premières caisses à équiper tout le monde en portable, en ordinateur portable dès le mois de juillet. On a équipé tout le monde d'un téléphone mobile
et on a supprimé toutes les lignes fixes. On a travaillé sur le mobilier. Durant l'été, on a livré les mobiliers adaptés aux conditions de travail qu'il y avait à domicile de certains collaborateurs. On a engagé pendant l'été des formations sur le droit à la déconnexion, comment on gère vie privée, vie professionnelle quand tout se retrouve dans une même pièce chez soi. Et puis, on a aussi travaillé parce qu'il y avait un sentiment d'injustice entre ceux qui pouvaient télétravailler et ceux qui ne pouvaient pas. Et donc, on a essayé d'avoir, sur tous les secteurs, offrir au moins une possibilité d'une journée de télétravail à nos collaborateurs. Tout ça nous a permis d'être prêts fin août et avec la conviction que les vagues, elles allaient revenir. Voilà, et ce n'était pas encore partagé par tous les directeurs à l'époque. Mais moi, j'étais convaincu de ça. Et ça nous a permis d'être très réactifs lors de la deuxième vague, puisque finalement, on n'a pas eu à faire cet exercice de va-et-vient. On avait une organisation qui était déjà agile pour pouvoir basculer dans un mode télétravaillé de manière très réactive. Ça, c'est le premier point, très concret, très opérationnel. Et le deuxième, c'est que, alors, on a eu pendant cette période souffrance des managers, de certains managers, donc on a mis en place un accompagnement, mais classique, qu'on va trouver ailleurs, hein, avec des formations sur le mix management ou le management hybride, sur la communication, sur des modalités d'animation de webinaires. Hein, donc, on faisait des webinaires très courts, 30 minutes, ça c'est pour la CNAM, hein, 30 minutes de sujets, 10 minutes de questions, voilà, parce que sinon après, ça devient, on perd de la lisibilité. Et puis, voilà, donc, surtout ce que je veux préciser, c'est que le troisième bloc de conséquences, ou en tout cas de résultats qu'on a eu avec ce monitoring social, c'est que nos collaborateurs nous ont dit il faut travailler le collectif, il faut travailler absolument le collectif, et il y a quand même des choses qui méritent d'être exprimées, d'être dites, ces fameux non-dits, ces fameuses tensions qu'il y a pu y avoir, d'incompréhension réciproque, parfois entre collaborateurs. Et donc, notre première démarche, ça a été de mettre en place des ateliers, libérer les émotions au cours de l'été aussi, donc en parallèle du travail sur le télétravail. On a fait passer l'ensemble du personnel dans des groupes de 6 à 10 personnes avec un facilitateur que nous avions formé et donc des groupes mixtes de différents services où chacun s'est exprimé sur comment il avait vécu cette période qui s'écoulait, comment il avait vécu le télétravail. Ça nous a permis de purger vraiment les aspects négatifs, j'ai envie de dire, d'éviter qu'il y ait une cristallisation des tensions qu'il pouvait y avoir. Ça a été le premier point. Et le deuxième point de cette première vague d'ateliers, on est sorti une deuxième sur comment on appréhende cet avenir incertain et comment on renforce le collectif. Et donc là aussi, on a repassé tout le monde, cette fois-ci par service, dans des ateliers qu'on a appelé VICA, hein, donc c'est une technique qui est issue de l'armée et qui sert à réfléchir sur un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Hein, c'est-à-dire, finalement, ça amène à travailler sur les facteurs de la résilience. Et donc, on a demandé dans chaque service à avoir ce travail-là, avec donc du coup des engagements à prendre sur qu'est-ce qu'en sortie on pouvait faire pour renforcer le collectif. Et donc, il y a eu des engagements qui ont été pris par chacun. J'ai été un peu long parce que c'est pour moi vraiment essentiel, parce que c'est là où on a su mobiliser nos collaborateurs et redonner du sens à leur engagement, parce qu'ils se sont sentis en capacité de pouvoir exprimer ce qu'ils avaient vécu et de contribuer en sortie aux éléments de réponse qu'on pouvait apporter sur le renforcement du collectif. Monsieur Rouchon, comme vous dites, vous avez été très complet sur cet axe-là, hein, et le temps file et évidemment il faut donner la parole aux autres organismes. Mais on a une dernière question à vous poser parce que vous avez parlé déjà de 2022 mais des chantiers à venir. Il y en a un qui, je crois, attire particulièrement votre attention, c'est le travail sur l'évaluation à 360 degrés des managers. Je crois que vous allez travailler spécifiquement cette année avec l'ensemble des collaborateurs engagés dans cette démarche, sur cette thématique. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, donc du coup, c'est vrai que depuis ce monitoring social et même avant, on avait commencé à travailler sur la posture managériale qui a évolué avec
le passage en mode télétravail généralisé pour notre organisme, puisque on est à 3 jours de télétravail, 2 jours sur site. Et donc, on attendait une évolution aussi des postures de nos managers. Donc, on a travaillé sur l'accompagnement. Et la suite logique était de se dire comment on peut aussi rendre chacun conscient de là où il se situe par rapport à l'attendu et comment il peut engager, on va dire, un travail sur ses pratiques personnelles. Et on est arrivé à la conclusion de l'évaluation à 360. Donc, on a travaillé sur ce projet avec l'encadrement. C'est lui-même qui a défini cette méthodologie de travail qui s'inscrit dans un cadre bienveillant, avec une volonté derrière d'avoir un plan d'accompagnement individualisé, avec une palette très très large d'outils qui vont du coaching, qui vont de la formation, qui vont de groupes de pairs, qui vont au co-développement, voilà, ou qui vont même à la mise à disposition de nos facilitateurs pour aussi avoir des techniques d'animation avec leur collectif, leur service. Et donc, nous allons engager ça sur 2022. Alors, dernier point pour préciser, l'idée, c'est de travailler sur un 360 sur quelques dimensions de la posture attendue, justement pour qu'on puisse être dans une dynamique pluriannuelle et qu'on puisse très rapidement proposer à nos collaborateurs managers de pouvoir évoluer sur une compétence, sur une posture attendue qui nous paraît essentielle dans le contexte actuel. Merci beaucoup, Monsieur Rouchon. En tout cas, on a vu ça fourmille d'idées, d'initiatives au travers de l'engagement des collaborateurs de la CEPAM du Bas-Rhin. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps cette matinée. Maintenant, on va basculer, on va descendre un petit peu, on va aller au Rhône-Alpes, voir l'URSSAF Rhône-Alpes, où Madame Mini, la directrice de l'URSSAF, est avec nous. Est-ce qu'elle m'entend ce matin? Oui, parfaitement. Impeccable. Bonjour Madame Mini, merci d'être avec nous encore une fois. Un petit peu la première question à chaque fois, parlez-nous un petit peu de ce qui a pu être fait au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes, qui est une des plus grandes URSSAF de France en termes d'initiatives sur les engagements des collaborateurs. Merci, bonjour à tous et merci de m'avoir convié à ce rendez-vous de l'innovation. Avant de répondre directement à votre question, Alexandre, je vais démarrer mon propos de façon un peu iconoclaste par une citation de Coluche qui parlera notamment aux plus anciens d'entre nous. Donc, je vous la rappelle brièvement, à la sécurité sociale, tout est assuré sauf la pendule. Ça, on ne risque pas de la voler, le personnel a les yeux constamment fixés dessus. Ce sketch nous a tous beaucoup fait rire, un peu jaune quand même. Certes, le propos qui met clairement en doute l'engagement des personnels de la Sécu est outré, mais lequel d'entre vous n'a jamais entendu lors d'un repas de famille « Je ne dis pas ça pour toi », sous-entendu, on sait que toi, tu t'investis, vu que tu es de notre famille, tu es l'un des nôtres, mais les agents à la Sécu, ils sont quand même tranquilles. Quand vous m'avez contacté pour me proposer de participer à ce rendez-vous, je me suis réinterrogée sur la signification de l'engagement. Au sens strict, ça peut se résumer à la simple exécution du contrat de travail. Je perçois un salaire en échange de ma contribution à l'activité de l'entreprise. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on attend plus que ça. On attend de l'adhésion aux valeurs sociales, des efforts faits pour atteindre les objectifs, voire l'expression de la satisfaction ou du plaisir, je vais jusque-là, de travailler à la sécurité sociale. Mais l'engagement commence à se manifester. Alors l'image qui m'est venue est celle des visages souriants de nos collaborateurs dans la campagne de promotion de nos métiers menée par Lucans « Je suis ce que je fais ». J'ai aussi pensé aux agents qui accompagnent leurs collègues à une meilleure maîtrise des outils digitaux ou à nos managers qui acceptent de se remettre en cause pour s'adapter aux attentes de leurs équipes. Nous avons donc déjà à l'URSSAF différentes expériences qui témoignent de l'engagement de nos collaborateurs. Pour aller plus loin, et j'en reviens quand même à votre question Alexandre, comme d'autres organismes, nous avons engagé depuis un peu plus d'1 an une démarche de transformation que nous construisons progressivement. Nous avons travaillé avec le cabinet Greenworking qui nous a aidés à préciser ce sujet de la transformation, en animant notamment des ateliers d'intelligence collective avec nos managers, puis notre comité de direction. L'ambition de la démarche est la suivante, recentrer notre cœur de métier autour de la posture de service et d'accompagnement de nos usagers, qu'ils soient des clients externes, mais aussi les clients internes et les partenaires. Nous avons retenu 5 axes, l'écoute client, la digitalisation, la modernisation des pratiques, manager autrement et fédérer autour de nos valeurs.
Merci Madame Mini. D'ailleurs, je précise une chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation, elles seront reprises à la fin à l'attention des participants. On a eu lors du premier échange avec vous deux initiatives que vous portiez, notamment la mise en place d'un réseau des ambassadeurs digitaux et puis aussi une action de mentorat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par les ambassadeurs du digital. Alors, de qui s'agit-il? Ce sont 105 collaborateurs volontaires de tous sites. Nous avons 15 sites en URSAF-Rhône-Alpes, de toutes fonctions, cadres ou non cadres. En quoi ça consiste d'être ambassadeur du digital? Alors, il s'agit de contribuer à améliorer l'utilisation des technologies numériques et digitales, comme son nom l'indique, au sein de l'URSSAF, mais aussi dans nos relations avec nos usagers. Et comment on fait? Eh bien, on répond aux demandes de ses collègues. Par exemple, comment j'utilise Teams au lieu de Skype pour avoir une conversation. On diffuse de l'information, notamment sur le Yammer dédié, des astuces, comment utiliser un arrière-plan dans Teams ou supprimer les pop-up. On anime des cafés digitaux. Chez nous, ils sont hebdomadaires. 64 cafés ont été organisés depuis leur création il y a 2 ans, au début du confinement dont parlait Maxime tout à l'heure, pour 3000 écoutes cumulées. Quelques exemples de thèmes abordés. Qu'est-ce qu'un serious game? Qu'est-ce que le numérique responsable? Et très naturellement, lorsque Lucans a lancé début 2021 une expérimentation de mentorat inversé, nous avons proposé à nos ambassadeurs du digital d'y participer. Alors, qui sont les mentorés? Des managers ou agents de direction. Et en quoi ça consiste? On crée un binôme adepte des nouvelles technologies, manager senior. Le mentor, le geek, donc le plus jeune, accompagne le mentoré, le senior, qui est souvent manager ou agent de direction, au cours de 3 à 4 entretiens personnalisés, 1 heure maximum, sur ses demandes ou ses difficultés. Quelques exemples pour que là aussi ce soit plus concret. Comment créer mon profil LinkedIn? Comment accéder facilement aux données concernant mes collaborateurs sur GRH? Ouais, merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. Il y a un point que vous avez souligné lors de votre propos introductif, c'est le chantier notamment de la promotion des métiers au sein de l'URSSAF, que vous avez travaillé avec Lucans, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien entendu, je crois que j'ai bien entendu. Voilà, il y avait une question que je me posais, c'était justement comment les collaborateurs au sein de l'URSSAF ont pu participer à cette démarche et quelle a été leur plus-value dans ce dispositif? Alors leur plus-value est essentielle parce que ce sont eux qui expliquent leur métier. Ainsi, 10 de nos collaborateurs se sont inscrits dans le dispositif My Job Glasses. Ils ont créé leur profil sur le site. Un exemple, je suis Jérôme, audiencier à l'URSSAF. J'ai une expérience de 15 ans et j'ai un DEA en droit des affaires. Et ils répondent ensuite aux demandes de rendez-vous de jeunes qui veulent en apprendre davantage sur leur domaine d'activité. Depuis 4 ans, plus de 700 conversations ont eu lieu dans ce cadre avec des jeunes. Dans le même ordre d'esprit, 2 de nos salariés, Fanny, conseillère offre de services, et Samira, gestionnaire du recouvrement, se sont proposés pour présenter leur activité à travers de vidéos mises à disposition de tout le réseau du recouvrement. Nous les avons aussi diffusées sur notre Yammer interne et sur Twitter et LinkedIn. D'autres collaborateurs ont participé à des shootings photos permettant d'illustrer les métiers de l'URSSAF. Et enfin, pour susciter des candidatures dans un champ en tension qui est celui du contrôle, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter sur ces métiers, Céline, inspectrice du recouvrement, a réalisé une vidéo qui est accessible sur YouTube où elle explique son rôle. Et nous avons aussi organisé un webinaire spécifique, là aussi relayé sur les réseaux sociaux, pour répondre en direct aux questions des potentiels inspecteurs lors de la dernière campagne de recrutement. Dernière question un peu à vous poser. Il y a un point que vous aviez soulevé en préparant cette émission qui nous a vraiment suscité notre intérêt, c'est notamment les dispositifs de soutien aux managers un peu en difficulté. On sait que c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué à gérer ou à approcher, que ce soit dans les organismes de sécurité sociale ou globalement dans le monde de l'entreprise. Justement, vous pouvez nous expliquer quelle a été votre démarche dans ce sens? Oui, avec plaisir, Alexandre. Nous avons la chance d'avoir à l'URSSAF-Rhône-Alpes, et c'est le premier organisme dans lequel je constate cette activité, nous avons 2 psychologues du travail et ils sont occupés à temps plein. On a 1700 salariés à l'URSSAF-Rhône-Alpes. Ils proposent différents accompagnements.
dont un nouvel accompagnement, celui dont vous avez parlé, qui est en cours de déploiement, que nous appelons BASE, pour bilan, aide et soutien à l'encadrement. Ce dispositif vise à renforcer la posture des managers. Alors, ce n'est pas une prise en charge psychologique comme nos psychologues peuvent la proposer à d'autres collaborateurs de l'entreprise, y compris des cadres si c'est leur demande, mais c'est un temps pour prendre du recul sur sa pratique managériale, pour la changer, l'améliorer ou la développer. Au cours de 5 entretiens d'1 heure, le manager bénéficie de l'écoute, de l'analyse et des conseils du psychologue. En général, c'est sa hiérarchie qui lui propose cet accompagnement. On a eu assez peu de demandes directes des managers à qui le dispositif fait peut-être encore un petit peu peur. Et donc, la hiérarchie propose cet accompagnement quand elle a identifié une difficulté, par exemple des alertes des agents. Mais la participation du manager doit ensuite être volontaire. Nous avons 3 accompagnements engagés. L'un est terminé, l'autre est en cours et le 3e va bientôt débuter. Les sujets abordés vont de l'acculturation aux règles sociales de l'URSSAF, quand on vient du secteur privé, à la gestion de conflits interpersonnels, ce qui est plus classique, ou à l'amélioration de la communication. Et nous espérons, après un premier bilan, pouvoir proposer ce dispositif de façon un peu plus large. Merci beaucoup, Madame Migny. On voit, hein, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées ou mises à l'initiative de l'URSSAF. On vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. Et on va désormais remonter. On était au Bas-Rhin tout à l'heure. Là, on va en Alsace-Moselle. Vous voyez, comme quoi on se rapproche des territoires. Et on va aller voir la CARSAT, qui a pris un peu au pied de la lettre l'engagement des collaborateurs, car nous n'avons pas un interlocuteur, mais 3 interlocuteurs en l'occurrence pour nous présenter le projet porté par la CARSAT. Alors, il n'y a pas d'ordre précisément, hein, ils m'en excuseront. Donc on a Madame Barbier qui est directrice ressources humaines. Est-ce qu'elle m'entend, Madame Barbier, qui est là? Oui, elle me voit là, alors j'espère qu'elle m'entend, c'est bien. On a aussi Madame Hamza qui est, si je ne dis pas de bêtises, responsable de service, qui va aussi prendre la parole sur cette initiative. Est-ce que Madame Hamza m'entend? Oui? Ouais, parfait. Et enfin, nous avons Monsieur Seigle, qui est responsable du pôle retraite à la CARSAT. Monsieur Seigle, est-ce que également vous m'entendez? Parfaitement. Merci beaucoup à vous 3 d'être là ce matin. Alors, vous allez vous dispatcher un peu la parole entre vous 3 pour nous présenter tout ce qui a pu être mis en place au sein de la CARSAT. Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur par Madame Barbier, qui est directrice ressources humaines. Parlez-nous un petit peu de ce qui a pu être impulsé au sein de la branche retraite et au niveau de votre territoire. Alors, comme beaucoup d'entreprises, nous avons constaté qu'une dilution du collectif du travail était à l'œuvre dans le contexte de la crise sanitaire. La distance, à notre sens, a contribué à déliter les liens entre les membres des équipes de la CARSAT. Or, le travail, c'est quand même d'abord un collectif au sens d'une production collective à laquelle chacun apporte sa contribution. Il nous a donc paru important que le collectif retrouve du sens et réponde à une question fondamentale. Pourquoi sommes-nous là? Il nous a également paru important d'en faire un projet d'entreprise pour embarquer tous les salariés de la CARSAT. Une fois que ce cadre était posé, nous avons réfléchi quant au thème à retenir. Très vite, nous avons fait le choix de la raison d'être qui a été introduite par la loi Pacte de 2019. Pourquoi la raison d'être? Tout simplement parce que nous avons considéré que ce thème pouvait répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est de redonner du sens aux agents de la CARSAT en re-questionnant le bon sens et en mettant l'intérêt général au centre des décisions. Le deuxième objectif, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance en créant une nouvelle dynamique collective pour sortir de la crise et en faisant renaître le sentiment de fierté. Le troisième objectif, c'est d'être un point de départ pour progresser en nous questionnant sur le différentiel entre le réalisé et l'attendu, en mettant notamment en œuvre des actions favorisant cette progression. À l'annonce du thème, je ne vous cacherai pas, nous avons rencontré du scepticisme de la part de certains collègues et collaborateurs qui nous ont dit que le thème de la raison d'être était plutôt un thème stratosphérique et que les missions de la CARSAT étaient bien connues des salariés, mais également, bien sûr, des assurés et des entreprises, puisqu'il s'agit de missions de service public.
En fait, en réalité, nous avons rencontré un véritable engouement pour ce projet qui a connu 2 temps forts en 2021. Le premier temps fort a consisté en la définition de cette raison d'être. Ce temps fort a démarré le 4 mai et a abouti le 28 juin, donc très rapidement. La raison d'être est issue de 3 enquêtes réalisées auprès des salariés pour recueillir leurs propositions, mais aussi de 9 ateliers qui étaient composés de salariés volontaires qui ont analysé toutes ces propositions faites par tout le monde et ils ont suggéré plusieurs définitions. Et pour finir, c'est le CODIR qui a retenu la définition de cette raison d'être, qui est la suivante. La CARSAT Alsace-Moselle vous accompagne, action sociale, santé et sécurité au travail, retraite. Bienveillance, solidarité et qualité sont nos engagements. Le deuxième temps fort a démarré à la fin du mois d'août avec une 4e enquête au cours de laquelle les salariés ont été questionnés quant aux actions à mener pour incarner cette raison d'être. Des ateliers de réflexion, donc on appelait les ateliers d'idéation, ont là aussi été mis en place avec des salariés volontaires. Et leurs propositions ont été catégorisées en 3 chantiers: le service aux assurés et aux entreprises, la culture d'entreprise et la transversalité. Il faut dire qu'un défi a été relevé, celui de réaliser les 2 premiers temps du projet en 6 mois, et tout en limitant, crise sanitaire oblige, la charge de travail pour les agents de la CARSAT. Pour nous aider, en 2021, nous avons fait le choix de faire appel à un prestataire, mais c'est bien une équipe interne, donc travaillant de manière agile et collaborative, qui assure le pilotage de ce projet. Cette équipe interne coordonne actuellement le 3e et dernier temps du projet et avec la mise en œuvre des actions des 3 chantiers. Le pilotage de ces actions a été confié aux agents de direction et l'objectif qui leur a été fixé est celui d'aboutir en fin d'année, c'est-à-dire au 31 décembre 2022. Barbier, je vais poser une question à Madame Hamza. Vous parliez donc de ces 3 chantiers qui ont effectivement émergé avec la mise en place d'une démarche participative. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus dans le détail de ces chantiers et des ateliers qui ont été menés? Tout à fait. Donc, une fois la raison d'être rédigée et expliquée dans chacun de ces mots, à l'aide notamment d'une raison d'être interactive, il s'agissait d'identifier d'éventuelles actions nous permettant d'incarner davantage notre raison d'être. En notant que sur une échelle de 1 à 10, à la question « Dans quelle mesure notre organisme incarne-t-il déjà sa raison d'être ?», le score était de 7,55. Alors, l'analyse des micro-enquêtes nous a permis d'identifier 3 grands chantiers. Le chantier numéro 1 porte sur le service aux assurés et aux entreprises. Il a pour objectif d'améliorer le service rendu à nos assurés et aux entreprises que nous accompagnons. Le chantier numéro 2 porte sur la culture d'entreprise, qui a pour objectif d'améliorer nos façons de travailler et de collaborer. Et le 3e chantier porte, lui, sur la transversalité et a pour objectif de renforcer la transversalité au sein de notre organisme. Alors, pour répondre à la question « Comment incarner davantage notre raison d'être et alimenter nos chantiers ?», les agents se sont exprimés à travers une micro-enquête, mais également des ateliers pour les volontaires afin d'enrichir ces propositions et de les rendre activables. Nous avons récolté environ 180 propositions. Alors, c'est un mélange d'actions, d'idées et d'intentions. Donc là, il a fallu retravailler sur l'ensemble de ces 180 propositions. Notre 5e micro-enquête avait vraiment pour objectif de prioriser ces actions afin de rendre les choix finaux, que les choix finaux correspondent vraiment au plus grand nombre. Et donc, à noter que 72% des répondants ont largement plébiscité le chantier numéro 1, à savoir le service aux assurés et aux entreprises. Alors, ces chantiers reflètent les enjeux actuels de la CARSAT Alsace-Moselle, mais sans doute aussi que de nombreux organismes de sécurité sociale et d'entreprises vont s'y retrouver également. Concrètement, ils se déclinent en 20 actions qui seront déployées tout au long de 2022 et
pour n'en citer qu'une, et qui est celle qui a retenu l'attention de notre directeur, du directeur général de la CNAV, Bruno Villard. Je citerai celle-ci, identifier et aller vers les assurés qui ne font pas valoir leurs droits. Voilà. Merci beaucoup, Mme Hamza. On voit sur le dernier point, je vous accorde que c'est vrai que c'est un sujet majeur et on va aborder ce point-là avec d'autres CARSAT dans les prochaines émissions de Lucans. Je vais me tourner vers M. Seigle. Il y a la particularité notamment des CARSAT, c'est d'endosser un certain nombre de métiers. Et donc la notion de transversalité est centrale dans l'action que vous portez en interne. Ça a été un peu abordé en amont par nos deux interlocutrices. Comment justement vous passez du concept de la transversalité à la réalité dans les actes et qui derrière avec des bénéfices pour l'organisation et la production globale de la caisse? Oui, alors en fait, on va dire au-delà d'actions type co-développement, d'entraide ou de partage, nous avons choisi de mettre en place en fait une démarche itérative. On va dire une expérimentation, une sorte de lab dont l'objectif premier est de tenter de créer une dynamique de travail pour en fait faire émerger une nouvelle approche de fonctionnement au sein de nos unités. Alors l'idée, à travers des ateliers de réflexion, c'est en fait de faire émerger un groupe de personnes sur un thème, les faire échanger, développer en fait des engagements individuels ou collectifs au sein de cette équipe. Alors après, bien sûr, avoir travaillé sur la méthodologie, nous avons lancé un premier pilote qui est en cours sur le thème de l'amélioration du fonctionnement de nos agences retraite dans un environnement changeant, c'est-à-dire suite à la mise en place de nouveaux outils et bien sûr en lien avec les modifications de pratiques qui sont en général associées à ces mises en œuvre. Donc on a fait ce choix car on sait que en fait, la mise en place de nouveaux outils n'est jamais complètement transparente pour les agents. Elle est souvent une source de stress. Elle nécessite des travaux d'adaptation qui impactent plus globalement le fonctionnement d'un service. Donc l'approche est de remettre au cœur du changement les opérationnels, c'est-à-dire nos agents, qui sont bien sûr les mieux placés pour trouver les solutions. Et aussi, ça c'est important, de leur faire prendre conscience progressivement qu'ils ont certaines clés pour passer cette étape. Donc l'idée à travers et dans ces ateliers, c'est de les écouter, de les faire réagir individuellement puis collectivement sur à la fois ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré avant de voir avec eux en fait ce qui serait possible de partager, de mettre en place à leur niveau, mais aussi au niveau du collectif pour mieux fonctionner ensemble. Alors, bien sûr, on sait que ce n'est pas en une seule fois que nous arriverons à changer les comportements et les pratiques, mais l'idée, c'est de répéter cette approche plusieurs fois et sur un maximum de sujets pour que l'engagement de chacun devienne plus naturel. Et en conclusion, je dirais, parce qu'on a eu les premiers ateliers qui se sont réalisés, c'est que les agents sont vraiment en attente et demandent en fait ce genre de pratique. Voilà. Merci, Monsieur Seigle. Je vais repasser la parole à Madame Barbier pour conclure. Rapidement, si on parle valeur ajoutée par rapport à la mise en place de ces ateliers participatifs et l'inscription des collaborateurs à la réflexion, qu'est-ce qui a émergé, qui n'aurait pas forcément vu le jour sans l'aide, sans l'approche des collaborateurs dans ces actions? Alors, avec un peu de recul, je pense que la participation de tous les agents de la CARSAT à la définition de la raison d'être, mais aussi à l'identification des actions à mener pour l'incarner, nous a permis d'être au plus près de leurs besoins et par effet de bord de ceux aussi des assurés. L'objectif était d'être concret et non pas stratosphérique, bien sûr. La participation de tous les collaborateurs a aussi permis de valider collectivement ces besoins et de réfléchir aux alternatives qui peuvent faire évoluer nos modes d'organisation et nos pratiques. À mon sens, la participation de tous les collaborateurs dès le démarrage du projet contribuera à favoriser l'engagement individuel, mais aussi collectif pour les actions à venir. Nous avons un retour très positif des salariés sur la mise en œuvre de l'action dont en a parlé Olivier, le lab. Cette démarche est appréciée. Et je voudrais aussi préciser que notre projet d'entreprise, et on a veillé à ce qu'il soit inspirant et apprenant. Inspirant avec le questionnement autour du « pourquoi sommes-nous là ?» Nous avons alimenté les réflexions sur le sens et l'utilité de notre travail, sur l'envie aussi d'améliorer le service rendu aux assurés et aux entreprises que nous accompagnons, l'envie aussi d'améliorer nos façons de travailler et de renforcer
la transversalité entre les services. Apprenons à la fois dans l'utilisation de nouveaux outils, dans le développement de la créativité individuelle mais aussi collective à travers les ateliers d'idéation et bien sûr dans le décloisonnement des services. Madame Barbier, merci et à vos équipes de la CARSAT de nous avoir fait un petit focus ce matin sur la participation de leurs collaborateurs à tous ces ateliers. On vous dit à très bientôt. On espère qu'on aura des retours sur d'autres chantiers que nous mettrons en exergue dans les prochains mois. On va maintenant basculer sur la branche famille. On va aller voir la CAF du Maine-et-Loire où Madame Hawk, la directrice de l'organisme, est avec nous ce matin. Est-ce qu'elle m'entend, Madame Hawk? Tout à fait. Bonjour, est-ce que vous m'entendez également? Très bien, on a en tout cas un bon retour plateau. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous, Madame Hawk, ce matin. Alors, vous avez mis en place la baromètre de symétrie des attentions. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant. Alors, première question, je ne vais pas vous demander de nous expliquer ce que c'est, mais déjà la genèse. Pourquoi vous avez mis en place un baromètre de symétrie des attentions au sein de la CAF? Donc d'abord bonjour à tous et merci pour votre invitation. Merci à vous Alexandre et au Lab RH parce que c'est intéressant de parler de cette expérience qui est une première dans l'institution. La CAF de Maine-et-Loire est le premier organisme de sécurité sociale à avoir mis en place un baromètre de symétrie des attentions. Alors la genèse, la mise en place de ce dispositif, elle est née des recherches qui ont été menées par les pilotes du projet Écoute Client, qui est un des projets de notre projet d'entreprise actuel, pour se faire accompagner justement sur le lancement de la démarche Écoute Client au sein de la CAF. Et dans ce cadre, elles ont découvert l'existence de l'Académie du service, donc qui est un cabinet de conseil et de formation en relation client, et qui leur a proposé une formation de 5 jours sur l'écoute client et qui leur a présenté du coup le baromètre de symétrie des attentions. Ce baromètre, il mesure la symétrie des attentions depuis 8 ans auprès d'entreprises de 9 secteurs d'activité très diversifiés et il analyse 10 dimensions. L'autonomie et l'initiative, la coopération, la compétence et le soutien, la notion de confiance, l'harmonisation entre l'humain et le digital. Et donc, on a estimé qu'on pouvait tout à fait, en tant qu'organisme de sécurité sociale, nous retrouver dans ces thématiques et qu'elles n'étaient pas éloignées en fait, des préoccupations des salariés et des attentes de nos usagers. Donc, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Personnellement, j'ai trouvé la démarche particulièrement intéressante parce qu'elle permet à la fois de coupler l'écoute usagée et l'expérience collaborateur. Et souvent, les deux sont déconnectés puisque l'écoute usagée se fait plutôt au travers d'un baromètre, d'une enquête de satisfaction tous les 4 ans au niveau de la branche famille, qui est conduite par le niveau national, même si l'appréciation porte sur les caisses locales. Elle se fait aussi au travers du site La CAF à votre écoute, sur laquelle tous les citoyens peuvent s'exprimer, mais qui n'a pas de segmentation départementale, qui est vraiment purement nationale. Quant à l'écoute collaborateur, on le sait, Marie-Gabrielle Dubreuil en a parlé tout à l'heure, elle se fait tous les 2 à 4 ans selon l'option choisie par les caisses à travers le BSI. Et elle n'est pas corrélée avec l'écoute usagée. Or, comme le soulignent certaines entreprises du secteur privé, pour avoir des clients heureux, il faut avoir des salariés heureux. Ou autrement dit, parce qu'on peut reprendre aussi l'expression d'une célèbre pub d'une marque de yaourt, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, moi, j'étais assez convaincue de ça et je voulais pouvoir mesurer s'il y avait un écart justement entre ce que perçoit l'extérieur, nos allocataires, et ce qui se vit de l'intérieur par nos salariés. Et puis, notre enjeu aussi, à travers ce BSA, c'était aussi d'insuffler la culture client au sein de la CAF, parce qu'on est plus centré sur une culture métier, une expertise métier, et on souhaite évoluer vers une culture client qui intègre plus la qualité de la relation avec l'usager. Effectivement, moi, je suis persuadée que ça constitue un levier, que le service rendu au client est un levier de motivation pour les collaborateurs. Et en ce sens, on est vraiment dans une démarche managériale, mais c'est vrai que la notion de culture client est peut-être moins développée chez nous que dans l'assurance maladie actuellement. Merci Madame Hawk. Et est-ce que cette démarche a autant pris finalement en interne qu'en externe ?
Alors, je pense qu'on peut dire que ça a pris tant en interne qu'en externe, ne serait-ce qu'en regardant le taux de participation. En interne, on a eu 179 salariés qui ont participé, ça représente 43% d'entre eux. Et en externe, 788 allocataires, donc sur alors, 16 800, ça paraît très peu, mais ça représente quand même un taux de 4,7%, ce qui est un taux tout à fait convenable dans ce type d'enquête. Les allocataires interviewés ayant été ceux qui avaient eu au moins un contact avec la CAF dans les 2 mois qui avaient précédé l'enquête, donc quel que soit le mode de contact, physique, téléphonique, rendez-vous de travail social, etc. En interne, je pense qu'il y avait de la curiosité quant à cette nouvelle approche, même si c'est vrai que l'année 2021 n'était pas forcément la meilleure année, l'année idéale pour réaliser ce BSA, compte tenu des difficultés récurrentes que nous avons connues sur le système d'information avec la mise en place de la réforme de l'allocation logement. Et c'est vrai que c'était une contrainte pour nous qui nous faisait craindre un faible taux de participation de la part des collaborateurs qui étaient embolisés dans les problèmes techniques, mais finalement, on a quand même eu un taux de participation satisfaisant. Je voudrais juste dire que qui dit participation ne dit pas encore adhésion, puisque la restitution qu'on a faite à l'ensemble des collaborateurs en janvier dernier a montré que pour certains, la notion de client était encore assez éloignée de notre environnement CAF ou sécurité sociale. Et certains même ont du mal à accepter qu'on puisse comparer la CAF avec le secteur marchand, même s'il y a des secteurs comme les mutuelles et les banques qui sont dans l'activité assez proche de la nôtre en fait. Donc ce BSA a montré qu'il y avait encore du chemin à parcourir sur la notion de client, parce que moi je considère que le client, c'est pas seulement celui à qui on vend un produit, mais c'est quelqu'un à qui on rend un service. Donc voilà, je le disais tout à l'heure, mais cette notion, elle me semble plus ancrée dans d'autres branches de la sécurité sociale, notamment assurance maladie, qu'en branche famille. Et puis juste un mot, mais très court, sur la perception externe. En fait, elle est difficile à évaluer autrement que par le taux de participation aujourd'hui. Donc, on va travailler à une communication simple et synthétique en fait, sur les résultats du baromètre qui sera diffusé à l'ensemble des allocataires. Et donc, ceux qui ont participé à l'enquête s'y retrouveront, j'espère. Madame Hawk, une question qui nous vient spontanément, hein, c'est l'articulation entre ce BSA que vous instaurez au sein de la caisse, de la CAF, et le traditionnel, l'institutionnel BSI. Ces deux dispositifs sont quoi? Ils sont complémentaires, ils se superposent? Comment vous allez un petit peu orchestrer tout cela? Alors, c'est une très bonne question parce que d'autant plus qu'on s'est lancé le baromètre de symétrie des attentions en 2021 et c'était l'année du BSI. Et le BSI, vu qu'il est institutionnel, on n'avait effectivement pas la main ni sur l'année où on le faisait passer, ni sur les dates. Donc le BSI a été diffusé entre le 31 mai et le 18 juin. Et il se trouve qu'on souhaitait vraiment faire passer le baromètre de symétrie des attentions avant l'été également, parce que l'Académie du service exploite les résultats de l'ensemble des entreprises pendant l'été et en fait une restitution au mois de septembre. Donc en gros, si on ne passait pas le BSA en juin, on perdait un an et c'était important pour nous dans le cadre du projet écoute client. Donc finalement, on a fait de cette contrainte une opportunité et on a choisi de coupler les deux baromètres. Donc les deux enquêtes ont été lancées exactement sur les mêmes dates avec une communication d'accompagnement qui expliquait à la fois les différences et les articulations entre les deux. Et manifestement, voilà, la communication a été bien comprise par les salariés parce que ils ont répondu présents sur les deux questionnaires, plus sur le BSI avec 63% que sur le BSA, mais quand même, on a eu un taux de réponse satisfaisant sur les deux. Sur la question de la complémentarité, la réponse est oui, parce que ça ne mesure pas la même chose. Le BSI mesure un niveau de satisfaction ou d'insatisfaction. Il est plutôt auto-centré sur les préoccupations des salariés, alors que le BSA, lui, mesure des perceptions. Les perceptions que les salariés ont du service rendu aux allocataires et vice-versa. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement d'appréhender la différence de perception qu'il peut y avoir entre les salariés en interne et les allocataires en externe sur des thématiques identiques. Je vais vous donner un
de perception identique. Par exemple, tous les salariés qui travaillent en back-office ou en front-office qui ont répondu, on dit qu'ils étaient convaincus que les collègues en contact avec le public étaient engagés pour rendre le meilleur service. Même avis du côté des allocataires interrogés. En revanche, on a un exemple de perception très différenciée. Les salariés de la CAF sous-estiment la satisfaction des allocataires. C'est 45% des usagers qui se sont dit satisfaits du service rendu par la CAF. Alors, c'est inférieur à 50%, mais c'était la période de la mise en œuvre de la réforme logement, je passe là-dessus. Et on a uniquement 29% des collaborateurs qui ont dit qu'ils pensaient que les allocataires étaient satisfaits du service qu'on leur rendait. Donc là, on a une asymétrie justement des attentions et c'est un phénomène qui est assez atypique puisque de façon générale, dans l'enquête qui est menée auprès des autres secteurs d'activité, on voit que les collaborateurs ont tendance à surestimer la qualité du service qu'ils rendent par rapport à la perception qu'en ont les clients. Voilà, donc, et ces éléments de complémentarité, de symétrie et d'asymétrie, on les a soulignés dans le cadre d'une restitution qu'on a faite à l'équipe en octobre 2021 sur les résultats des 2 baromètres. Merci Madame Hauck. Et une autre question, à savoir pour la suite finalement, est-ce que vous envisagez de mettre en place un plan d'action ou des actions correctrices qui viennent répondre à des résultats qui sont pointés dans le BSA ? Oui. Est-ce que ça va, vous m'entendez bien? Sinon, je peux couper la caméra si j'ai un problème de réseau. Juste, oui, alors, on a déjà, en termes d'action, bien sûr, c'est la restitution des résultats au CODIR élargi d'abord, à l'équipe d'encadrement automne 2021, et puis à l'ensemble des collaborateurs lors de la réunion des vœux en janvier 2022. Et en concerne donc les réactions qu'ont eu les collaborateurs au moment de la présentation des résultats fin janvier, on pense qu'en 2022, il faut qu'on se concentre sur leur perception et leurs préoccupations pour qu'ils mesurent aussi en quoi leur participation au BSA a été utile. Donc, on va travailler avec l'apport du groupe projet écoute client sous l'angle transformons nos pépins, donc qui sont plus souvent internes, en pépites. Et là, je voudrais vous donner 1 ou 2 exemples. Dans la restitution du BSA, il est apparu que les salariés avaient senti la perception que la direction accordait plus d'attention aux irritants des clients qu'aux irritants des collaborateurs. Et on a pu le vérifier, notamment dans le cadre que les outils de communication de la CAF avec les allocataires étaient souvent découverts par les allocataires eux-mêmes avant d'être présentés aux salariés. Et donc, c'est le cas, par exemple, des évolutions du site caf.fr. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de mettre en place des ambassadeurs du caf.fr, tout comme on avait mis en place des ambassadeurs TNI dans le cadre de la mise en place des outils collaboratifs Office 365. Voilà, et donc, même quand on propose de nouvelles offres de services de travail social, désormais, on a aussi un regard interne pour les aborder, sachant que nos salariés, eux aussi, peuvent être allocataires, eux aussi peuvent rencontrer des difficultés de vie et être concernés par ces offres d'accompagnement. Je pense notamment au parcours séparation. Mais je terminerai en disant que finalement, ce qui peut apparaître comme un manque d'attention ou de considération vis-à-vis des salariés, ça relève souvent davantage d'un manque de communication interne ou d'un manque d'explication, de mise en avant de nos actions. Et donc, un des axes d'action managériale va porter sur la communication, le partage d'informations avec les équipes pour donner du sens à leur travail, puisque faire, c'est bien, mais le dire et le faire savoir, c'est encore mieux. Et je pense que c'est ce qui manque. Et c'est un axe de travail qu'on a identifié, entre autres, notamment grâce à la passation de ce baromètre de symétrie des attentions. Merci Madame Hauck, merci à la CAF du Maine-et-Loire de nous avoir accueillis ce matin et de nous avoir présenté son BSA.
Alors, on va conclure sur une CEPAM. Et alors, vous allez voir, on va beaucoup voyager. On va passer de la cave du Maine-et-Loire à la CEPAM du Maine-et-Loire. Je ne sais pas s'ils sont dans le même bâtiment ou juste à côté. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il y aura une bonne connexion Internet parce qu'on a eu quelques soucis. On s'en excuse auprès de nos spectateurs. Donc, nous avons Madame Maurice qui est là, qui est responsable innovation et, si je ne dis pas bêtises, du pôle informatique à la CEPAM du Maine-et-Loire. Est-ce qu'elle m'entend, Madame Maurice? Impeccable. Merci beaucoup, Madame Maurice. Alors, avec vous, alors pour ceux qui regardent un peu, ils voient déjà votre fond d'écran. Alors, on va parler des greux, des chasses aux irritants ce matin avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette chasse? Alors, vous êtes à Balance-ton-Greux, c'est un hommage à certains mouvements à une époque. De dire justement de quoi il en retourne de cette initiative. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, si vous le permettez, je vais introduire mon propos avec quelques exemples qui vont certainement faire écho auprès de vous et puis auprès de nos auditeurs. En effet, qui parmi vous n'a jamais été irrité par une réunion qui commence en retard ou qui finit très tard, une visio qu'on ne parvient pas à rejoindre, ou encore une boîte mail qui déborde de répondre à tous ou de copier la terre? Et ben, tout cela, ce sont des petits cailloux dans la chaussure qui perturbent nos quotidiens professionnels. Et c'est ce que nous avons cherché à traquer à la Caisse primaire d'assurance du Maine-et-Loire au travers d'une expérimentation que nous avons appelée le laboratoire de chasse au greux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais avec vous jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur parce que en réalité, l'histoire a commencé à la Caisse en 2015, puisque c'est cette année-là que nous avons initié en fait un premier processus de transformation managériale et culturelle dans notre Caisse, avec la volonté en fait d'allier bien-être des collaborateurs et performance. Et cela s'est concrétisé par la création du département qualité de vie au travail, donc un signal déjà très fort et positif à destination des collaborateurs, par la formation au CODEV et à la créativité à un groupe de collaborateurs volontaires, par la co-rédaction de repères managériaux qu'on utilise encore aujourd'hui, ou encore l'expérimentation du télétravail. Alors, courant 2018, dans ces démarches d'amélioration continue, en fait, un point primordial est apparu. Traiter les irritants, ce dont parlait tout à l'heure Madame Hawk, ces petits cailloux dans la chaussure que j'évoquais en préambule. Parce que, en effet, au-delà d'altérer le fonctionnement de l'organisation, on observe bien que ces petits grains de sable découragent le collaborateur que je suis moi-même, décourage le collaborateur dans ses objectifs, le décourage en générant parfois un sentiment de frustration, voire peut saper le capital confiance, et finalement nuit à la crédibilité générale de transformation qu'on impulse. Parce que pourquoi s'impliquer et s'engager si l'organisation ne se donne pas elle-même le moyen de résoudre ces petits riens qui sont malgré tout significatifs et qui nous polluent au quotidien. On nous a donc confié une mission, trouver un modèle qui permette de détecter puis traiter ce qui pique. Alors, dit comme cela, ça paraît assez fluide, mais en fait, ce n'est pas si simple quand on y réfléchit, parce qu'on ne peut pas attaquer cette problématique comme un processus classique. D'autant que nous étions convaincus, et nous le restons, que le changement, il ne se décrète pas. Et d'ailleurs, ici, il s'agit bien de changement et de changement de posture. Et comme disait très justement Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'en réalité, cette mission, elle constituait d'abord à déclencher une prise de conscience individuelle et personnelle, et qu'il fallait inviter ou sensibiliser les collaborateurs à changer de posture. Parce que, en fait, comment trouver l'énergie si nous-mêmes, on ne change pas de posture? Et donc, du coup, on a pris le pari de déclencher cette prise de conscience individuelle en sensibilisant les collaborateurs autour de l'écologie personnelle. Parce que comment trouver l'énergie nécessaire à la recherche de solutions si l'on ne commence pas à se respecter soi-même et donc à prendre soin
de soi pour prendre soin des autres et du coup être enfin en posture de résolution. Alors ne soyez pas étonnés si demain vous participez à l'un de nos labos, et vous serez les bienvenus, de débuter ce laboratoire de chasse au grec par une séance de cohérence cardiaque, parce que une fois que vous avez participé, enfin vous avez pris soin de vous, vous avez pris conscience de votre écologie personnelle, même si ce n'est qu'un début, mais vous serez beaucoup plus libéré pour exprimer, balancer vos grès et au-delà de cela, être déjà en recherche de solutions. Alors, à entendre tout ça, ça vous paraît peut-être un peu conceptuel, mais ce parti pris a donné jour à de très belles initiatives innovantes à la Caisse. Merci à vous. Une autre question, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez combien de collaborateurs qui sont embarqués dans cette démarche finalement? Alors, en fait, au départ, la direction nous a vraiment soutenus dans l'impulsion de cette réflexion. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Il faut vraiment que ce soit soutenu en interne. Alors, au début, on s'est senti un peu seul avec cette ambitieuse mission, mais on a vite été rejoint par une équipe de chasseurs de gras parce qu'il y avait déjà une démarche de transformation qui était impulsée dans la Caisse. Et puis, notre participation au Lab RH, et là, je tiens sincèrement à remercier Virginie Mallard-Desgouttes et toutes ses équipes, nous a vraiment permis de donner une toute autre dimension à notre projet en approfondissant la démarche. Et aujourd'hui, ce projet, il est pleinement inscrit dans le projet stratégique de l'entreprise, dont l'un des axes est de soutenir l'expérience collaborateur, en symétrie avec le deuxième axe, qui est celui de favoriser l'expérience client. Aujourd'hui, on a près de 40 collaborateurs qui ont participé à l'un des 7 laboratoires. On aurait pu en avoir plus, mais comme vous tous, le Covid nous a percutés. On a déjà 40 collaborateurs qui ont participé à 7 laboratoires. Et cet espace, il a permis à chacun de s'exprimer, mais surtout de se sentir moins seul avec ses grès, en écoutant, en s'autorisant à partager et parfois à trouver immédiatement des solutions. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand certains ont choisi spontanément de faire équipe pour résoudre des grès communs, pour mettre en place des actions concrètes au sein de notre organisation. Justement, on parlait de l'engagement des collaborateurs et on voit comme que un certain nombre de collaborateurs au sein de la CEPAM ont pris part à cette chasse au grès. Question très simple, est-ce que vous auriez 2-3 exemples, parce que vous parlez de petits grains de sable sur lesquels il faut travailler, justement d'actions très concrètes pour chasser ces petits irritants ou ces habitudes qui empêchent, entre guillemets, la bonne production ou un peu agacent la vie des collaborateurs? Alors oui, parmi les grès exprimés par les collaborateurs, ce n'était pas un hasard tout à l'heure si je vous parlais des réunions ou alors des boîtes mail. Donc un premier groupe d'une quinzaine de collaborateurs volontaires s'est engagé finalement pour traiter ce sujet de l'inefficacité des réunions et de certaines réunions, en tous les cas, et de la surcharge des mails. Et s'est engagé activement dans l'organisation de premières journées sans mail, journées sans réunion qui ont eu lieu entre juin 2020 et 2021 et aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'était aussi un prétexte, une occasion d'inviter à réinterroger ses propres postures et d'inviter l'ensemble des salariés à s'interroger sur leurs pratiques et à expérimenter de nouvelles façons de travailler pour gagner en temps, en efficacité, mais aussi en convivialité. Et pour donner du sens à ces démarches et accompagner les acteurs, de nombreux outils ont été mis en place, comme l'écriture des 10 règles d'or de la messagerie, la charte des réunions efficaces et enthousiasmantes, le guide d'animation des réunions, et tout un tas d'ateliers a été mis en place en amont pour rassurer les collaborateurs qui avaient exprimé certaines réticences ou il fallait achever de les convaincre. Le deuxième levier pour soutenir l'engagement collaborateur, c'est la formation à la communication non violente. Et actuellement, un groupe de 12 personnes volontaires de l'organisme suivent ce long programme de formation pour à terme, en fait, envisager la généralisation de cette offre de formation à l'ensemble des agents volontaires. L'objectif ici, c'est mieux communiquer pour mieux coopérer. Et puis enfin, le troisième dispositif qui n'est pas des moindres, le Codef pour tous qui existe déjà dans notre organisation, était jusque-là réservé à la ligne managériale. Et cette approche qui vise au partage et au développement des pratiques professionnelles,
on a décidé de l'élargir à l'ensemble de l'organisation. Et aujourd'hui, c'est porté à notre communauté de facilitateurs qui porte concrètement le dispositif et qui va créer des communautés de pairs. Je pense par exemple à la communauté des référents techniques pour leur proposer de participer à ces codev professionnels. Donc voilà, vraiment plusieurs actions qui viennent incarner les leviers qu'on a mis en place pour activer l'engagement collaborateur à la caisse. Alors, une dernière question, Madame Maurice. Alors, en 1 minute avant de prendre les questions justement des participants. Et pour la suite, concrètement, il y a déjà effectivement de belles actions mises en place. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez explorer, expérimenter? Alors, oui. Déjà, on est lucide, hein. On n'ignore pas que le changement demande beaucoup de temps parce qu'en termes de changement, on sait que tout ce qui résiste persiste et cela demande encore une fois de l'écoute, de la patience, de l'accompagnement continu, de la motivation et un vrai soutien et une vraie volonté en interne. Et ça existe aujourd'hui. Donc, on est optimiste et on souhaite continuer à embarquer en fait dans notre projet tous les acteurs qui souhaitent contribuer à la recherche de solutions. Et en fait, quand je dis tous les acteurs, on a vraiment, on a des managers, on a également des agents, des référents techniques qui viennent nous rejoindre au quotidien dans les actions qu'on a mises en place. Et d'ailleurs, les résultats du dernier BSI nous invitent à poursuivre. Hein, ça fait écho à ce que Marie-Gabrielle Dubreuil disait tout à l'heure. Nous, pour notre BSI, en tous les cas, on a 83% de nos collaborateurs qui ont manifesté leur satisfaction au travail. Et c'est davantage que lors du précédent BSI, en soulignant les atouts de la caisse primaire, principalement caractérisés par l'équilibre vie privée, vie perso et les bonnes relations entre collègues et avec les managers. Ils ont aussi fait part de leurs attentes qui sont le fait que la prise en compte de leur avis est primordiale pour favoriser l'engagement. Et ça, on va le poursuivre au travers de prochaines nouvelles expérimentations. L'une s'intitule « Invite-moi dans ton instance » et qui vise en fait à intégrer les acteurs concernés aux décisions dans certaines instances de décision. C'est celui qui fait qui sait. Et enfin, on voudrait également expérimenter la semaine du manager coach pour accompagner les managers qui le souhaitent à passer d'une attitude directive à une attitude coopérative. Donc voilà, tous les ingrédients sur lesquels on mise et on parie pour parvenir à notre recette de la posture magique et rendre l'ensemble des collaborateurs acteurs de leur quotidien professionnel. Merci Madame Maurice, merci pour nous avoir donné quelques ingrédients de cette recette magique. Et on va donner la parole aux spectateurs. On a Virginie James qui est avec moi. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Alors Virginie, quelles sont les questions qui sont posées aux organismes? Il y en a deux je crois qui sont intéressantes. Oui, il y a deux questions il y en a plusieurs. Avant de nous quitter et auxquelles on va répondre, enfin les organismes vont répondre. Donc toujours en lien avec la notion d'impulsion et qui a été largement abordée justement par la CEPAM Maine-et-Loire. À Madame Mini, une question qui est sur finalement l'URSSAF. Cette démarche de transformation globale, comment elle a été portée? Est-ce qu'elle a été portée par la direction, les managers et ou l'ensemble des salariés? Selon quelle modalité? Quelle gouvernance? Voilà, on souhaiterait en savoir un petit peu plus en une phrase, quelques mots. 30 secondes. Une ou deux phrases, voilà, merci. C'est un sujet de bac ça. En une phrase, c'est un peu difficile. C'est une démarche en fait qu'on co-construit, c'est-à-dire qu'elle se fait en avançant. On est un peu sur les méthodes agiles qu'on utilise tous aujourd'hui. On a d'abord essayé vraiment de savoir ce qu'on entendait par transformation. Et donc, on a eu des ateliers d'intelligence collective, tant au niveau du comité de direction, on est 16 dans l'équipe de direction, donc c'est un gros comité de direction, que vis-à-vis de nos managers, alors pas l'ensemble des managers non plus. Donc voilà, pour l'instant, on a déterminé des axes, de grands axes de travail, un peu, alors, c'est peut-être pas assez participatif, mais un peu au niveau direction et cadre stratégique. Mais je dirais que une démarche comme ça, en fait, ça vise à ce que tout le monde change. Et pour que tout le monde change, il faut qu'on commence par la tête, j'allais dire, pour que ça puisse ensuite infuser, hein, c'est le terme utilisé. Et ce qu'on voit, c'est que ça porte ses fruits parce qu'on a de plus en plus de démarches d'intelligence collective qui sont menées dans les services. On a nos ambassadeurs du Tigito, on a aussi des facilitateurs qui peuvent aider à animer des réunions différemment en ayant recours à des techniques de créativité
Donc voilà, on avance au fur et à mesure. J'ai été beaucoup plus longue qu'une phrase, désolée. J'espère que c'est à peu près clair. Merci, un peu plus long, mais finalement assez instructif. Donc, on va poursuivre avec une deuxième question, donc dirigée vers la CAF Maine-et-Loire. Donc, on reste toujours dans le giron aussi. Alors, avec Madame Hawk, finalement, la question est le lancement du nouveau dispositif de type ARIPA. A-t-il eu un impact sur les résultats du baromètre de symétrie des attentions ? Ce constat, est-ce que vous le faites au niveau à la fois de vos collaborateurs ou des publics visés par ce genre de dispositif ? Alors, le dispositif ARIPA, la généralisation, elle est quand même récente, hein, puisqu'elle date du 1er mars 2022, même si elle a été, enfin, l'ARIPA a été constituée avant. Non, je pense que ce qui était vraiment très, très impactant dans la branche famille en 2021, c'était la mise en œuvre de la réforme logement en janvier 2021 qui ne s'est pas passée comme on l'aurait souhaité parce qu'elle embarquait un nouveau système d'information qui aujourd'hui encore comporte des bugs et des difficultés. Donc ce qu'ont ressenti les allocataires, c'était plutôt ces difficultés-là. D'ailleurs, on était agréablement surpris par les réponses plutôt positives et encourageantes au baromètre de symétrie des attentions, bien qu'il ait été conduit 6 mois après le lancement de la réforme et à un moment où c'était encore extrêmement compliqué. Le ressenti de l'ARIPA, je pense qu'on va l'avoir simplement maintenant. Et puis dernier point, l'ARIPA est gérée par des caisses pivots, donc en interne au niveau de la CAF de Maine-et-Loire, la CAF pivot en Pays de Loire, c'est la CAF Loire-Atlantique. Il y a moins d'enjeux de mise en œuvre, on va dire, sur ce dispositif, bien que en tant que CAF de proximité, bien évidemment, on est impacté et on est amené à répondre à des questions de nos allocataires sur cette nouvelle offre de services de la branche. Merci Madame Hawk, merci Virginie et aux spectateurs d'avoir posé ces questions. Eh ben, on va conclure avec l'autre Virginie. Il y a beaucoup de Virginie ici, hein. Vous l'aurez remarqué depuis le temps. Virginie, question très simple. Alors, on va se projeter déjà sur la prochaine émission parce qu'elle va arriver très vite, hein, dans un mois. C'est quoi le thème ? Alors, le thème va être l'innovation managériale, avec l'idée d'avoir cette fois-ci nos acteurs en présentiel avec nous pour plus de connexions, on l'espère. Et ça sera le 22 avril. Alors d'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble des replays des webinaires sur le site du lab, donc labrh.ucans.fr. Et puis encore un grand merci pour tous ces échanges riches et qui inspirent vos collègues et les collaborateurs d'autres organismes. Et on voit aussi surtout que la sécurité sociale innove au service des usagers et au service des collaborateurs. Donc merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.